Une vidéo tweetée depuis le bassin au centre de l'Apple Park et ces quelques mots. Merci Tim Cook de m'avoir montré le magnifique QG d'Apple. L'auteur, Elon Musk, pour Twitter, pour Apple, pour CarPlay, pour l'iPhone, pour le SOS par satellite, voire pour l'Apple Car. Que peut changer cette toute première entrevue entre les deux hommes qui ne s'étaient jamais rencontrés? C'est bien sûr l'événement de la semaine. À tel point que Gilles Dounès y consacre aussi sa mise au point sous un autre angle vraiment très différent. Vous mangez peut-être de la vache qui rit, vous êtes peut-être aussi sur Twitter. Quel rapport? Notre Gilou national va tout nous expliquer. Le test de la semaine, c'est un clavier qui nous fait tous baver d'envie. Fabrice Neumann dort quasiment avec son MX Mechanical Mini pour Mac signé Logitech et il nous dira tout à l'heure s'il n'a vraiment que des qualités pour justifier son tarif premium. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Cette semaine, juste après le générique de fin. Comment vivre sans compte Google aujourd'hui? C'est le cas de l'un d'entre nous. Oui, mais lequel? Et on va en discuter. Ici Benjamin Vincent, en ce jeudi 1er décembre, 17h30, jour inhabituel. Et oui, nous enregistrons ce 114e numéro d'iWeek La Semaine Apple avec 48 heures de retard. Un cas de force majeure, des raisons perso qui m'ont empêché d'être au rendez-vous depuis le début de la semaine. Merci à tous pour vos messages d'amitié et de soutien. Et vraiment désolé pour ces 2 jours de retard. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du podcast hebdo de référence sur l'écosystème Apple. Les Bleus sont qualifiés pour les 8e de finale. L'hystérie de la Black Week est derrière nous à 95%. On va donc pouvoir prendre le temps de causer de cet événement inattendu que constitue la visite d'Elon Musk à l'Apple Park avec Tim Cook en guide touristique. Mais ces deux-là n'ont pas seulement parlé architecture et variété d'arbres. Et si cette toute première rencontre changeait tout ou presque, on va envisager toutes les possibilités. Il y en a, n'est-ce pas Ellie, des possibilités? Il y en a plein. C'est une rencontre dont on ne sait pas tout et on ne saura sans doute jamais tous les petits détails, mais qui peut être très importante ou qui peut faire pchit. On ne sait pas, on verra. En tout cas, ravi de te retrouver Ellie, président des Apple Premium Resellers en France et cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Salut Gilles Dounès. Salut Benjamin. Mais que tu en as un beau nouveau micro. Oui, il est très beau, j'espère qu'il est très bon, que ça va te faciliter la vie au montage. Alors, tu me tends une perche et elle n'est pas encore installée. Le setup est pas encore complet. Donc, voilà, et je voulais remercier tous les contributeurs Patreon qui nous ont fait ce beau cadeau et qui vont, j'espère, je le répète, essayer de te faciliter la vie et le montage et d'accélérer un peu la mise en ligne. Et puis aussi d'améliorer le confort dans vos oreilles, parce que c'est grâce à vous, à notre communauté Patreon, si on peut investir dans un peu de matériel de temps en temps, changer le nôtre quand ça devient nécessaire, et ça l'était pour toi Gilles. Alors grâce à votre soutien financier sur patreon.com/iWeek, merci. Pour Gilles, pour nous et puis pour tous ceux qui vont en profiter. Petit retour sur ce Black Friday, un bon millier d'euros investis en licences logicielles principalement, en profitant des remises pour continuer à vous apporter cette info à la fois de qualité et sans se prendre au sérieux, cette info à laquelle vous êtes tellement attaché. Bon Gilles, moi la vache qui rit, c'est pas trop mon truc. C'est un problème pour profiter de ta chronique, ta mise au point tout à l'heure? Du tout, c'est pas trop mon truc non plus, le fromage en portion, et on va en parler tout à l'heure. Bon, tu vas nous expliquer le rapport avec Twitter, surtout tout à l'heure, donc dans ta mise au point de la semaine. Salut Fabrice Neumann. Salut à tous, salut Benjamin. Alors attention, tu es prêt, je vais faire un truc que t'aimes pas, mais là c'est pour la bonne cause et tu vas pas le couper. Vas-y. On entend bien le bruit du clavier? Ah, on l'entend. Voilà. Qui sonne. Alors qui normalement sonne t'aimes bien. pas. Qui sonne Il bien. sonne bien.
Alors normalement, t'aimes pas entendre pendant l'enregistrement le bruit des claviers et des clics de souris, mais là, c'était pour la bonne cause, il fallait bien que je le fasse. Bon, ce clavier... Bonjour à tous. Bonjour à toi aussi. Ce clavier, c'est donc le MX Mechanical Mini pour Mac de Logitech. Tu te l'as offert il y a quelques jours et ça va donner un test sans doute passionnant avec toi tout à l'heure. Bah, je l'espère. Alors, peut-être pas tout à fait complet, mais je vais essayer de tourner autour de ça parce que je l'ai depuis 2 jours. J'ai moi aussi profité des offres Black Friday pour gagner un peu de 30 € sur l'achat de ce clavier, qui effectivement a un prix premium. On en parlera tout à l'heure. Eh ben formidable. Merci Fabrice Neumann, mentor en technologie qu'on retrouve évidemment sur ton site. Toujours pro-fusion-conseil.fr. Et dans l'URL, il n'y a pas toujours. Hein. Il y a déjà encore un nom de domaine qu'il faut que j'achète. Il y a déjà suffisamment de mots comme ça. Bon, pour mais ne rien dans le rater. site, il y a des conseils à profusion. Absolument. Bon, pour ne rien rater de l'actu dans l'univers Apple au sens très large, suivez donc la quotidienne iWeek, le podcast quotidien compagnon de la semaine Apple, 5 à 10 minutes par jour du lundi au vendredi, avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures à 2 voix. C'est gratuit et vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et bien sûr Apple Podcast. À propos, on est en manque de notes 5 étoiles et surtout d'avis sur Apple Podcast. Le dernier remonte à quasiment 2 mois et c'était pour dire qu'Apple Podcast buguait. Autant dire que c'est pas l'endroit idéal pour ça. Apple Podcast, c'est vraiment pour donner votre sentiment sur la qualité globale de ce qu'on fait. Et en cas de soucis ponctuels, eh bien, on vous propose plutôt d'utiliser Twitter avec le hashtag iWeekLSA pour l'hebdo ou iWeekLQI pour la quotidienne. D'ici là, merci d'avance pour vos avis, donc avec vos mots à vous. C'est très important pour donner envie à d'autres. Enfin, si vous voulez être les premiers à profiter de la version vidéo de ce podcast et les seuls à bénéficier de notre bonus hebdo, aujourd'hui, comment vivre sans compte Google? Eh bien, rejoignez la communauté iWeek sur Patreon, patreon.com/iWeek. Dans un instant, on va se téléporter à l'Apple Park autour de ce petit bassin près duquel Elon Musk a tourné cette vidéo avec, dans l'ombre, sans doute, Tim Cook. Qui aurait imaginé qu'en cette toute fin novembre, Elon Musk allait tweeter « Merci Tim Cook de m'avoir montré le magnifique QG d'Apple ». C'était mercredi 30 novembre à l'Apple Park, près du bassin. Elon Musk qui réalise une vidéo, un panoramique face à ce plan d'eau et dans le reflet de l'eau, on le voit lui et on devine le reflet de Tim Cook, le CEO d'Apple. Alors évidemment, l'annonce de cette rencontre a surpris le monde entier. Faut dire que les relations entre Apple et Twitter étaient un petit peu compliquées depuis quelques semaines, depuis le rachat notamment de Twitter par Elon Musk. Ellie, je me tourne vers toi parce que j'imagine que c'est un jour que tu attendais. Je connais ton admiration pour les deux hommes et on se disait que cette rencontre n'aurait jamais lieu, très, très sincèrement. Absolument, et d'où ma surprise, parce que j'attendais plein de choses dans le dénouement de cette histoire entre Twitter et Apple, voire Elon Musk et Tim Cook sur un plan plus général, mais je ne m'attendais pas justement à un dénouement aussi spectaculaire et aussi rapide, puisqu'en fait, pour vous résumer la situation en 2 mots, il y avait eu un échange d'informations entre Apple et Twitter. Il y avait eu la suppression symbolique du compte de Phil Schiller, qui est le responsable de l'App Store chez Apple. Et en fait, Elon Musk n'est pas un garçon à se laisser faire, avait commencé à mettre un peu la pression sur Apple avec une série de tweets en disant « Est-ce qu'Apple est pour la liberté d'expression ?» Donc ça, c'est sûr qu'une société comme Apple, forcément, ça les touche quand on parle de ça. Et puis, il y avait d'autres tweets. « Est-ce que je dois révéler les échanges entre Apple et Twitter concernant la modération ?» Normalement, c'est des renseignements confidentiels entre sociétés, mais ça fait monter la pression. Et puis, il y avait eu ces rumeurs. Est-ce que Apple veut nous supprimer de l'App Store ? Et puis, ça en était arrivé à... Mais si Apple faisait ça, je serais obligé, malgré moi, de sortir un téléphone. What ? Bon. C'était il y a quelques jours, hein.
Oui, tout ça, On c'était en a parlé très dans la rapproché. quotidienne. Ouais. Et donc, ça montait, et on se disait, mais quand même, ils vont pas faire ça, parce que on va en parler, mais aujourd'hui, Twitter, la majorité des gens, largement, qui s'y connectent, se connectent à partir d'un iPhone, ou d'un produit iOS, ou en tout cas, de l'environnement Apple sur un plan général. C'est presque les 2/3 des utilisateurs. Et donc, ça aurait été très mauvais, évidemment, pour Twitter, mais ça aurait été aussi très mauvais pour Apple, parce qu'il y aurait eu une réaction des utilisateurs en disant non mais attendez, moi si je peux plus me connecter avec mon iPhone, je vais me connecter avec autre chose. Donc et bon, c'était compliqué. Donc par contre, il y a dû y avoir à un moment donné ce rapprochement. Alors si j'ai bien compris les informations, parce qu'elles viennent de plusieurs sources, Elon Musk s'est abonné en fait au compte Twitter de Tim Cook. Il n'était pas abonné, ceci dit, il pouvait suivre tous les tweets, parce qu'il a accès à tout, mais il s'est abonné. C'est un geste de prise de contact. Suite à quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que Tim Cook, du coup, je crois qu'en réciprocité, s'est abonné au compte d'Elon Musk, donc déjà, il se voit d'un peu plus près, et il y a dû y avoir un contact en disant « et si on se parlait ?» Et puis... je ne sais pas qui l'a dit, l'autre a saisi la balle au bon en disant ok, je viens, ou venez, suivant qui l'a dit en premier. Et après, ce qui s'est passé, on sait qu'il est allé mercredi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quelle a été la durée de l'entretien? Est-ce qu'il a visité un peu Apple Park, ou est-ce qu'ils se sont juste baladés dans les jardins? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il est allé voir le laboratoire de John Scrooge? On ne sait pas. Tout est possible. Est-ce qu'ils ont discuté de thèmes autres que Twitter? Est-ce qu'ils ont parlé de la relation justement entre Apple et les différentes sociétés d'Elon Musk? Est-ce qu'ils ont parlé de CarPlay? Bon, bref. On va y revenir sur les implications possible de cette rencontre. D'abord, donc il y a eu cette rencontre donc que personne n'attendait. C'est Elon Musk qui l'a fait savoir. Est-ce que Tim Cook a communiqué de son côté d'une manière ou d'une autre? Fabrice, Gilles, vous avez vu quelque chose passer? J'ai pas vu, non. De toute façon, Non, a priori rien non, du tout. pas pour le moment. Chez Apple, on est toujours assez mesuré dans la communication. On peut pas dire que ça soit la vertu cardinale d'Elon Musk. Ce garçon a plein de qualités, mais peut-être pas celle-là. Il y avait déjà eu un échange, au moins téléphonique, entre Tim Cook et Elon Musk, si l'on croit la légende. Et En fait, Elon Musk... il y a eu une tentative. C'est parce qu'en fait, Tim Cook n'a pas pris l'appel. Donc, il avait proposé, je crois bien, à Tim Cook de racheter Tesla à une condition, c'est que Tim Cook cède la place à Elon Musk à la tête d'Apple. N'est pas Steve Jobs qui veut se faire racheter et prendre la tête de la société qui vient de racheter sa boîte qui à l'époque n'allait pas si bien. Ça a été c'est une légende. Cette conversation, c'était des rumeurs démenties des deux côtés, en fait. On sait que, et Elon Musk l'a dit, il a essayé de joindre Tim Cook pour proposer de vendre Tesla à 1/10 de sa valeur de l'époque, lorsque, juste avant la sortie de la Model 3, Tesla avait d'énormes difficultés financières. Tim Cook n'a pas voulu prendre le coup de fil, donc il n'y a pas eu d'échange entre les deux. Je pense qu'Elon Musk l'a mal pris, le fait que Tim Cook n'ait pas voulu lui parler à l'époque. Tesla s'en est bien sorti, ils se sont d'ailleurs super bien sortis, puisque aujourd'hui, vous connaissez la valorisation boursière de Tesla et la fortune personnelle d'Elon Musk, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas eu vraiment d'échange, ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas rencontrés physiquement avant mercredi dernier, ce qui peut paraître un peu paradoxal, vu que ce sont deux chefs d'entreprise très connus, qu'ils étaient tous les deux en Californie jusqu'à une période récente, puisque depuis Elon Musk est plutôt en Floride. Mais voilà, donc ça ne s'est pas passé. Fabrice, on avait le sentiment qu'entre ces deux hommes, il y avait en tout cas
d'Elon Musk vis-à-vis de Tim Cook une forme de rancœur, et de Tim Cook vers Elon Musk, un mélange d'admiration sans doute quand même, et aussi un petit peu de mépris. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les deux personnalités sont extraordinairement différentes. Gilles le faisait remarquer, Elon Musk est en recherche constante de spotlight, d'être sur le devant de la scène et qu'on parle de lui en bien ou en mal. Il n'a pas l'air de s'en soucier tellement. Alors qu'à l'inverse, Tim Cook est un homme très mesuré, toujours dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses faits. C'est pour ça que, notamment, l'histoire que Gilles relatait, j'y crois pas du tout, parce qu'en plus, elle citerait Tim Cook poussant un juron outrancier pour parler à Elon Musk. Ça me paraît pas... c'est quoi les propos supposés ? Il aurait dit va te faire foutre, voire même pire. Je crois pas du tout que d'abord que pas le genre. Tim Cook le dise en public et même pas en privé non plus. Donc ça a pas l'air d'être le genre. En revanche, exemple de parole mesurée de Tim Cook et donc au sujet d'Elon Musk, on lui a déjà demandé, forcément plusieurs fois, mais au moins une fois en public, ce qu'il pensait d'Elon Musk, et il a répondu sur le fait que sa société et ses réussites professionnelles étaient formidables. Il ne s'est pas prononcé sur l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il le fait pour d'autres d'ailleurs, mais c'est juste un exemple de parole mesurée de Tim Cook, toujours, qui est un diplomate qui pourrait très bien faire un très grand homme d'État diplomate en termes en tout cas de savoir-faire dans ce domaine. Donc voilà, donc et finalement on ne sait pas qui a invité l'autre ou qui s'est invité ou pas, mais ça me paraît bien dans la veine d'Apple et de Tim Cook de parler plutôt que de s'invectiver par réseau social interposé. Ça, avant de te passer la main, Ellie, ça me rappelle For All Mankind, tu sais, quand les Américains et les Russes veulent absolument se serrer la main exactement au milieu de la capsule, tu sais, en orbite, là. Ouais, exactement. Ellie, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur la relation entre les deux hommes? Que je suis obligé de me contredire parce que, en fait, ce que j'ai dit est pas vrai. Ils se sont vus et parlé, j'espère, et croisé, parce qu'il y a eu au moins 1 ou 2 réunions pendant la présidence Trump dans les conseils technologiques où il avait invité tous les grands chefs d'entreprise, et je me rappelle très bien la vidéo, ils n'étaient pas assis côte à côte, hein, mais je suppose que dans le cocktail d'avant ou d'après, ils se sont peut-être échangé quelques mots, ou peut-être ne se sont-ils pas serré la main, mais en tout cas, ils étaient présents ensemble à la même réunion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont parlé et qu'ils ont eu un échange... Absolument, mais c'était juste pour la véracité de la chose et qu'il n'y ait pas un fact-checker qui nous dise « Non, mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons ? On a les images !» C'est tout à ton honneur, Ellie. Je voudrais dire 2 trucs. C'est que, on l'a souligné, hein, Fabrice l'a très bien dit, c'est quelqu'un de très mesuré, de très diplomate. Et si Tim Cook n'a pas pris j'allais dire Tim Sweeney, t'as le lapsus. Le lapsus. Il est révélateur. Elon Musk au téléphone, c'est que vraisemblablement il y a dû y avoir un contentieux parce qu'Elon Musk parle plus ou moins sans filtre et il y a vraisemblablement eu des mots qui blessent, comme on dit dans les tontons flingueurs. Bon, est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit? Est-ce que ça a un petit peu filtré ou pas? Il y a un sujet dont on est sûr. C'est qu'il a été question de Twitter sur l'App Store. C'est la présence de l'appli Twitter sur l'App Store, naturellement. Alors, a priori, on peut imaginer qu'ils ont parlé de ça, puisque c'est une des choses qui a filtré, ou en tout cas sur laquelle Elon Musk s'est prononcé en disant l'application Twitter ne sera pas retirée de l'App Store, et Tim Cook m'a dit qu'il n'en avait jamais été question. Bon. On est content de le savoir, a priori, enfin ça a l'air logique. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison tellement que Twitter soit retiré de l'App Store. Faut prendre aussi, je pense, il faut mesurer un peu tous nos propos, et notamment à l'aune de ce que fait Elon Musk, qui change d'avis comme de chemise, en tout cas dans ce qu'il dit publiquement. Et donc il dit quelque chose, et puis le lendemain il dit son contraire, donc il ne faut pas réagir non plus tout le temps à ce qu'il dit, il faut attendre de voir ce qu'il fait. On a, pour exemple, il a fait de profondes modifications dans l'organisation
version de Twitter, on en pense ce qu'on veut, mais pour l'instant, Twitter est toujours là, fonctionne, avec des choses qui... donc, chacun peut avoir son avis sur le sujet, mais il y a eu un moment, la semaine dernière, il y avait des tweets partout, attention, Twitter va fermer demain. Les gens disaient au revoir. Alors, les gens disaient au revoir, ça va fermer, etc. Bon, alors c'est bien, on s'amuse beaucoup, mais c'était stupide. Donc naturellement, il va pas fermer ça. Twitter fera peut-être, fera peut-être faillite, mais c'est pas demain et c'est pas le mois prochain non plus. On verra bien comment ça se passe. Donc il faut pas non plus aller trop vite dans les jugements. Donc que Twitter soit retiré de l'App Store, ce serait un tel tremblement de terre, que ça peut pas se faire comme ça sur un claquement de doigts, c'est pas possible. Apple ne ferait jamais ça. Pour plein de raisons, hein, en plus. Hein. Pas uniquement pour les relations entre les deux, etc. C'est parce que n'oubliez pas que Apple, aujourd'hui, et c'est un autre sujet dont on va parler après, est vraiment scruté à la loupe par le Congrès américain, surtout depuis le changement de majorité au niveau du Congrès. Et d'ailleurs, Tim Cook se déplace à Washington justement pour en discuter. Et donc, s'il fait un truc comme ça sur Twitter, il est clair et évident que le Congrès lui tombe dessus au niveau Apple. Hein. Et c'est beaucoup plus important que la relation d'une app. Hein. Là, on parle d'une enquête antitrust, on parle d'abus de position dominante, on parle d'abus de position dominante dans l'App Store, même au niveau européen, etc. Donc c'est très, très, très dangereux pour Apple de faire des mouvements dans ce domaine. Hein. Oui. Ça ne viendrait pas l'idée de Tim Cook qui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, a l'habitude ce que nos amis québécois appellent les fatigants. Il a dû avoir des frères et des sœurs plus jeunes que lui. Il a dû être éducateur dans une vie antérieure, je sais pas, mais il sait gérer les personnalités un peu difficiles. Souvenez-vous de Rob Enderle, qui est un analyste investisseur, surtout dans sa marque personnelle, qui s'était invité au capital d'Apple et qui prétendait expliquer à Tim Cook comment il devait gérer sa boîte. Et il l'avait invité, ils avaient partagé le pain et le vin. Tim Cook l'avait vraisemblablement écouté poliment et moyennant quoi il avait continué à faire ce qu'il croyait devoir faire. Et Robin Derley a pris son bénéfice et a revendu ses actions Apple et est reparti. Donc c'est un peu quelque chose de cet ordre-là qui a dû se passer. Alors qu'est-ce que cette rencontre peut changer pour nous et puis pour tout un tas de projets ou de technologies qui existent déjà. D'abord pour Twitter, est-ce qu'on peut prendre pour argent comptant l'affirmation d'Elon Musk sur le fait que Twitter ne disparaîtra pas de l'App Store, ou est-ce qu'il faut attendre une forme de confirmation de la part d'Apple et de Tim Cook ? Je pense qu'il y aurait eu une réaction, si c'était pas vrai, il y aurait eu une réaction très rapide, parce que là, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas laisser passer si ce n'est pas ce qui s'est dit. Je pense qu'on l'a dit au tout début, quand on a commencé à parler du rachat, il faut laisser du temps. Moi, je dis minimum 6 mois, peut-être 1 an, pour voir l'évolution de Twitter. Comme a très bien dit Fabrice, Twitter ne s'est pas arrêté. Pour ceux qui suivent de près ce qui se passe, il y a des améliorations au niveau de la latence. Twitter est plus réactif qu'avant. C'était un des problèmes qu'on pouvait y avoir parce que, en fait, il y a des ingénieurs là-bas et ils sont contrôlés par des super ingénieurs qui viennent de SpaceX, de Tesla, etc., qui font un peu du contrôle de code. Et au-dessus, ils sont, eux, contrôlés par un super ingénieur qui est Elon Musk. Et lui, ce qu'il veut, c'est que Twitter soit une machine de guerre. Il a fait un projet qui s'appelle Twitter 2.0, où il a donné des spécifications techniques. Et non seulement il en a parlé avec Tim Cook, mais il en a aussi parlé dans la foulée avec Thierry Breton, qui l'attendait au tournant au niveau Europe, en disant « mais il faut que Twitter respecte la législation européenne, etc. » Et donc... là, c'est pas fini, hein. Ah non, c'est pas fini, parce que la législation européenne n'est pas simple non plus. Mais Breton lui a dit, vous avez un énorme travail à faire pour éviter d'être interdit en Europe. Oui, et ce à quoi... Oui, bon, ça... Ouais.
Je suis moyen, pas fini, je crois moyen, mais je sais, mais j'y crois moyen ce genre de commentaires. Mais à côté de ça, Elon Musk, qui aurait pu dire aussi quelque chose de rapidement, parce que c'est vrai qu'il n'a pas la langue dans sa poche, il a dit qu'il trouvait que la DSA européenne était un modèle et que le monde entier devrait s'en inspirer. Ça, c'est une sorte de compliment. Donc, on verra. Oui, on verra ce qu'ils ont fait. Parce on verra, elle n'est pas encore entrée en Musk, vigueur. Hein, donc, non. Hein, mais en tout cas, l'année prochaine. Ce qui est sûr, si tu veux, c'est qu'il y a un fait, c'est qu'il publie maintenant des stats d'utilisateurs toutes les semaines et que le nombre d'utilisateurs, malgré quelques départs symboliques et très médiatisés, au lieu de baisser, augmente de semaine en semaine. Donc pour l'instant, c'est pas une hémorragie, c'est plutôt bon signe. Le problème peut venir des annonceurs qui, eux, voyant un tout petit peu cet énorme tourbillon médiatique, ont pris une position de prudence, ils ont dit on va freiner nos investissements le temps de voir ce qui se passe, mais si rien ne se passe, ils vont finir par revenir. Donc il y a une période un peu turbulente, mais les annonceurs aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que leur pub soit vue. Donc s'il y a un média qui communique avec des centaines de millions d'utilisateurs, ça m'étonnerait qu'ils ne reviennent pas, parce qu'ils sont là justement pour que leur pub soit vue, pour gagner de l'argent et tout ça. Ce sont avant tout des hommes d'affaires, quoi. Alors, Fabrice, puis Gilles. De ce point de vue-là, c'est là qu'il faut attendre, mais pas trop longtemps non plus, parce que les annonceurs, ils sont rapides à partir, ils vont être très lents à revenir, notamment parce que maintenant, on entend certains commentaires et témoignages de gens qui reçoivent des publicités qu'ils ne peuvent pas lire parce qu'elles ne sont plus dans leur langue. Donc il y a des filtrages et des ciblages qui ne sont plus faits correctement sur Twitter. Donc techniquement, ça marche moins bien maintenant. Ça ne veut pas dire que quand on fait des changements, c'est normal qu'il y ait des ratés, donc il faut voir. Mais il y a aussi des annonces sous la bannière liberté d'expression avec des annonces, alors tout ce qui correspond au Covid-19, on fera plus de filtrage par exemple. Et ça, c'est en lien avec ce qu'a dit Breton, c'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il n'y a pas de filtrage sur une portion des choses qui sont portées par Twitter, à son corps défendant peut-être, mais qui a l'obligation de modérer le contenu et donc de filtrer des contenus, des fake news, s'il ne le fait pas, alors la loi européenne le frappera le réseau. Donc c'est là où il a un travail à faire et comment dirais-je, à marcher sur un fil comme un équilibriste, ce qu'il est en train de faire. Il prend beaucoup de risques. On verra si ça paye, je ne veux pas juger tout de suite. Il y a des démarches qui, moi, m'étonnent, mais on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a déjà des faits qui montrent que pour l'instant, ça marche moins bien. Alors, on reste sur la rencontre Tim Cook, Elon Musk. Le sujet n'est pas trop le péril européen pour Twitter, mais Gilles, qu'est-ce que tu voulais ajouter ? Oui, en fait, Twitter ne sera pas dégagé de l'App Store s'il remplit leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'App Store et des contenus qui passent dedans et des efforts qui sont faits pour les modérer. C'est exactement dans ce sens que Thierry Breton a communiqué avec Elon Musk, et il a fait de façon assez particulière, puisque il a commencé à en parler sur Twitter et il a envoyé au détail sur Mastodon. Sur Mastodon, le développement a été fait donc sur son nouveau compte. C'est une forme aussi d'avertissement vis-à-vis d'un chef d'entreprise multi-casquette qui sait parfaitement que la nature a horreur du vide et que des alternatives peuvent très bien émerger. Bon, alors Mastodon, le sursaut est quand même assez relatif, notamment de la part de ceux qui ont essayé. C'est pas l'enthousiasme fou. Mais bon, alors parmi les choses qui peuvent changer, pour Twitter, on voit que le vent, la tempête s'éloigne un petit peu. Est-ce que entre guillemets la menace de développer un téléphone by Elon Musk a pu contribuer à ce que cette rencontre ait lieu, ou est-ce que ça vous fait plus sourire qu'autre chose ?
Alors, essayer, citons les phrases de célèbres comiques. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des Mais on problèmes. pourrait citer dans la liste Microsoft, Facebook, Amazon qui ont essayé de faire des téléphones parce que justement, c'est bien. Ce que soulève Elon Musk est très vrai. C'est à partir du moment où on a un monopoly ou un duopole. Duopole, pardon, des mots anglais, entre Apple et Google pour les systèmes. Et donc, tous les autres sont obligés de passer au travers. Ou en tout cas, d'utiliser ces tubes pour fonctionner. Alors, c'est très bien. Donc, Facebook a voulu faire ça en disant, mais nous aussi, on veut un téléphone Facebook pour que les gens soient en relation directe avec Facebook plutôt que par l'intermédiaire du Play Store ou de l'App Store. Avec le succès qu'on sait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est mort très vite. Amazon a fait aussi son téléphone, ça n'a pas marché. Donc je souhaite bien du plaisir à Elon Musk de faire son propre téléphone. J'y crois pas du tout et en l'état, ça marchera, ça peut pas marcher. Même Microsoft, qui est spécialiste du logiciel, qui avait fait une interface formidable avec Windows Phone, qui avait des super bonnes idées, etc., et n'a pas tenu la distance. Élie, est-ce qu'il y croyait lui-même, Elon Musk, à cette idée de faire son propre téléphone si plus personne ne voulait de Twitter ? Je pense que non, mais c'était une communication habile parce qu'il est allé taper dans les joyaux de la couronne d'Apple. C'est-à-dire que l'iPhone, il ne faut pas trop chercher Apple dans ce domaine. Ça, en tout cas, ils écoutent. Pourquoi il dit ça ? Alors, quelles seraient ses chances de le faire ? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il l'a jamais pris au sérieux, même si vous regardez sur YouTube, toutes les semaines, vous avez une vidéo sur le téléphone Tesla avec des photos, avec des rendus, avec etc., etc., toutes les semaines. Est-ce qu'il pourrait le faire ? Non, mais ça ressemble à des tas de choses parce que c'est des designers en manque de public. Hein. Dès que vous mettez une vidéo en disant « Elon Musk révolutionne l'industrie des téléphones, voici le Tesla Phone », d'ailleurs, pourquoi Tesla ? Mais ils ont des vues. Donc, ces vidéos sont très vues, alors qu'en fait, dedans, une fois que j'en ai regardé une ou deux pour voir de quoi ils parlaient, je disais, mais de quoi ils parlent ? Et en fait, ils parlent de rien. Pendant 5 minutes, ils font des hypothèses, et si jamais, etc. Donc, il n'y a aucune réalité là-dedans. Maintenant, c'est très compliqué de faire un téléphone et de le produire. Maintenant, Elon Musk est capable de faire beaucoup de choses. Moi, je ne crois pas qu'il le fera, mais il peut très bien prendre une licence Android, donc il est déjà sur un des deux marchés. Et au niveau ingénierie, il est capable de faire un téléphone étonnant s'il veut. Hein. Après, est-ce qu'il est capable d'en produire des centaines de millions ? Probablement pas. Est-ce que les gens achèteraient un téléphone comme ça ? Par quel réseau d'opérateurs ? Mais en tout cas, est-ce que Elon Musk est capable de fabriquer un téléphone ? Oui. Oui, un jour. Mais quel téléphone ? Ouais. Et pourquoi faire ? Si c'est pour refaire le même... Au niveau projet... un énième téléphone qui fait la même chose que les autres avec un M dessus, la marque jaune, ou un T sur un marché qui en plus arrive est hyper mature et qui est probablement en plateau et ne va pas tarder à s'effondrer quand d'autres plateformes de visualisation, de communication vont arriver comme les lunettes et c'est là où éventuellement il aurait une offre et quelque chose à proposer, mais sur un téléphone, c'est même pas la peine qu'il dépense des millions en recherche et développement, quoi. Et il le sait pertinemment. C'est juste pour avoir quelque chose à répondre. Bon, alors, autre possibilité, est-ce que cette rencontre peut changer la donne quand on pense à l'arrivée éventuelle de CarPlay sur les Tesla ? Ça serait tellement bien, ça, ce serait mon cadeau de Noël. Mais non, t'as plus de Tesla. Mais j'en rachèterai une. Ah, pardon. T'es sérieux ? Je pourrais en acheter une, oui. Moi, j'avais dit publiquement d'ailleurs que je n'achèterais pas de Tesla tant qu'il n'y aurait pas CarPlay dedans. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, Elon Musk
l'a dit publiquement devant 700 personnes et c'est moi qui lui ai posé la question et il y avait même TF1 qui filmait. Hein. Donc quand il était venu à côté de Paris et qu'il avait fait il avait fait une inauguration d'un centre Tesla et il y avait tous les médias français, etc. Il y avait le club Tesla et donc c'est moi qui ai posé les questions puisque c'était des questions en anglais quand même. Donc j'ai eu l'occasion de discuter un peu comme ça avec lui et moi ma question il y avait des questions d'autres du club et ma question c'était quand est-ce qu'on aura CarPlay dans la voiture ou un équivalent et il avait dit qu'il travaillait dessus et qu'on aurait ça dans les 6 mois. Comme ça fait maintenant près de 4 ans, je veux bien qu'ils étaient un peu en retard. Une promesse à la Musk. Il avait promis pour l'été, hein, donc j'ai attendu 2 ans et j'ai revendu ma Tesla. Parce que je suis comme ça, moi j'aime pas que les gens me disent en face quelque chose et qu'ils le fassent pas. Après c'est mon choix des voitures que j'achète, hein, mais si il y avait CarPlay, ce serait pas l'autre chose parce que moi j'adore Tesla, hein, et François pourrait nous en parler maintenant qu'il en conduit une. J'adore l'expérience de conduite, j'adore un certain nombre de choses, mais il y a des petites choses qui m'énervent, dont le fait que la connexion d'un smartphone n'est pas très bonne pour des tas de choses. On ne peut pas faire une recherche dans les contacts, dans l'interface de la voiture. Il faut faire la recherche dans le téléphone pour appeler quelqu'un. C'est un peu, pour une voiture aussi avancée, c'est un peu débile. On ne peut pas faire des recherches dans la musique, avoir une playlist, etc. Donc c'est une communication très basique. C'est comme si un smartphone, que ce soit d'ailleurs un iPhone ou certainement d'autres téléphones, se contente d'une connexion Bluetooth qui joue de la musique à condition que le téléphone la pousse. Mais la voiture ne va pas chercher les choses dans le téléphone et ça m'embêtait. Donc, mais sinon, à part ça, moi je serais ravi de reconduire une Tesla, hein, franchement. Fabrice, est-ce que tu crois que cette rencontre peut notamment avoir débloqué ce type de projet qui peut-être était englué à cause de la relation entre les deux hommes ? Vu l'état de tension entre les deux, on va dire les deux entreprises, et voire plus, je pense pas que ça se joue à ce niveau-là quand même. En admettant que la promesse d'Elon Musk directement à Eli ait eu un brin de vérité, il doit avoir des gens qui travaillent pour lui à ce sujet. Je pense pas. Le temps de Tim Cook est compté à la minute. Celui d'Elon Musk, normalement aussi, même si on a l'impression des fois qu'il passe beaucoup de temps sur Twitter à dire tout un tas de trucs au lieu de faire autre chose. Mais il a très certainement un cerveau qui fonctionne bien plus vite que le mien. Mais malgré ça, ça m'étonnerait qu'il ait perdu même 3 minutes pour parler de CarPlay dans les voitures. Ça serait très étonnant. Oui, mais de notre côté, s'ils se sont parlé et que l'hostilité diminue, des équipes de Tesla peuvent parler à des équipes d'Apple. Il y a eu des tensions parce qu'il y avait eu des ingénieurs qui se sont fait débaucher d'un côté comme de l'autre. Et c'est pas très compliqué de mettre CarPlay sur une Tesla. Il faut que d'abord Apple accepte de vendre la licence CarPlay pour un prix à discuter. Ça, c'est la phase 1 et c'est la plus simple. Après, les ingénieurs de Tesla sont capables d'intégrer CarPlay. L'écran est déjà tactile, il y a des API, ils savent ce que c'est. Ils sont en train de le faire avec Apple Music, ils pourraient très bien le faire. La preuve, c'est Michael Gapinski, donc ce programmeur polonais incroyable que je suis, qui a réussi à le faire marcher dans le navigateur de la Tesla. Hein. Donc, y compris des vidéos... Non, c'est possible, mais le sujet, c'est de savoir s'ils en ont parlé à cette occasion-là. Je pense que non. Non, je pense que non, mais s'il y a une ambiance de détente, ça pourrait être un sujet qui reviendrait sur la table, peut-être pas entre les deux PDG, hein, mais avec des équipes, quoi. Gilles ? Oui, c'est toujours mieux de se parler en vrai, plutôt que s'invectiver par réseaux sociaux interposés. C'est peut-être pas Elon Musk qui en aurait parlé, mais si c'est important pour Tim Cook d'être partout, comme il a l'air de vouloir le faire pour Apple Music, par exemple. Il va chercher Samsung, qui est aussi un concurrent frontal. Il en aura parlé un peu et c'est quelque chose qui peut être important. Et peut-être qu'il y a d'autres Eli dans le monde qui revendent leur Tesla, faute d'avoir CarPlay dans leur voiture. Vu le nombre de Tesla en Californie, et vu quand même la forte proportion de démocrates en Californie,
Je pense que il y a effectivement beaucoup de démocrates, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, mais en tout cas de gens qui utilisent les techno Apple, je veux dire, pardon. Je sais pas pourquoi. Je parle sur les démocrates. Quel mélange, quel drôle de quoi. mélange. J'ai mis du coca dans mon diesel. Non, c'était la Californie et le pourcentage de gens qui utilisent les techno Apple en Californie aussi. Il y a forcément beaucoup d'utilisateurs de Tesla qui aimeraient avoir CarPlay, évidemment, notamment en Californie. Je m'en suis sorti. 65% du marché du téléphone aux États-Unis, donc ça manque, tu as raison, vraisemblablement à beaucoup de gens. Avec le facteur personnel et l'ego démesuré et meurtri d'Elon Musk, qui avait besoin qu'on lui dise à combien il était brillant et combien, ou réentendre combien il avait de réussite au niveau managérial. Donc ça peut servir d'ouverture de porte pour des discussions fructueuses. Alors il y a un autre sujet potentiellement qui peut être d'intérêt, même si je pense que c'était pas l'objet de cette première entrevue, hein. Mais à court ou moyen terme peut-être, puisqu'Apple vient de lancer son SOS par satellite qui s'appuie sur Globalstar, peut-être par défaut. Est-ce que un éventuel partenariat avec Starlink serait pas intéressant pour Apple et pour Elon Musk aussi? Je pense que ça peut aplanir les choses parce que le système Starlink sur iPhone, Elon Musk n'a pas forcément besoin d'Apple pour le faire. Ils sont déjà avec des opérateurs et en fait, ça sera considéré comme un réseau de communication de plus dans la mesure où le téléphone peut accrocher une bande de fréquence. De notre côté, il est vrai que c'est beaucoup plus facile de le faire en collaboration avec Apple, avec les ingénieurs de chaque côté, que de dire on va le considérer comme une sorte de super réseau GSM étendu qui fait que n'importe quel téléphone, à condition d'avoir l'abonnement s'il y a un abonnement, pourrait accrocher ce réseau-là. Donc ça peut faciliter les choses. Maintenant, ça peut se faire sans, mais je pense que c'est bon pour les deux sociétés. Pour Apple, c'est très important de dire, et maintenant, dans 2 ans peut-être, on peut communiquer n'importe où dans le monde, si vous le souhaitez, à tel prix pour ceux qui peuvent se le payer, parce que ça ne sera pas au prix d'une communication actuelle, en passant par un réseau satellitaire. C'est un message énorme pour l'iPhone, hein. Et de notre côté, pour Tesla, plus ils ont pour Starlink en tout cas, plus ils ont d'abonnés, mieux ils vont se porter. Donc c'est bon pour les deux. C'est un petit peu ce qui s'était passé à l'origine de l'iPhone avec le Wi-Fi, où on avait en quelque sorte le fait qu'il y ait des plans qui soient des plans tarifaires Wi-Fi, des plans data qui étaient généreux, qui étaient commercialisés en même temps que les offres GSM, avaient ouvert la voie à la voie sur IP à partir du téléphone. On pouvait parler par Wi-Fi au lieu de passer par le téléphone. Ça serait un retour aux sources en quelque sorte, en achetant des plans de la même manière sur Starlink, en passant par le satellite cette fois-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre entre Tim Cook et Elon Musk, dont on ne sait pas grand-chose, hein, on va pas vous mentir, mais ça ouvre en tout cas pas mal de possibilités et peut-être qu'on aura d'autres éléments probants à partager avec vous dans les jours et les semaines qui viennent. Dans un instant, la mise au point de Gilles, on va rester en partie sur ce sujet de Twitter, mais vous le verrez avec un angle d'attaque très proche du plancher des vaches. À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès, version anneau dans le nez, avant que ce soit la mode chez les Jones. Je veux parler de l'effigie d'un fromage en boîte ronde en carton, une effigie qui rit tout le temps, et Gilles qui aurait un rapport avec Twitter. Faut que tu m'expliques. Oui, rien à voir avec le fromage en portion, même si avec Twitter, il s'agit de discours en portion de 280 caractères.
Ici, on est plutôt sur l'emballage. On pourrait plutôt dire même l'emballement, la polémique sur l'avenir de Twitter qui a débuté sur Twitter à cause d'un tweet du patron de Twitter et qui a généré tout un tas de réactions sur Twitter. Et avant de se clore au bout de 2 ou 3 jours à peine, par un post sur Twitter, par le même et toute une série de commentaires qui s'abonnent au compte sur Twitter. Alors à peu près tout ce qu'on voit sur le couvercle de la boîte de la fameuse vache qui rit, avec la vache rouge, qui porte des boucles d'oreilles sur lesquelles figure la reproduction de l'illustration, et donc les mêmes boucles d'oreilles sur lesquelles figure la même illustration, avec les mêmes boucles d'oreilles, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Or, si on fait un pas de côté, c'est exactement ce qui s'est passé là avec cette affaire. Donc on l'a dit, hein, c'est parti le 28 novembre. Elon Musk a lâché une bordée de tweets qui accusait Apple de tous les maux, avoir un problème avec la liberté d'expression, etc., etc. Et tout est parti du fait que un papier sur une plateforme assez confidentielle qui relayait elle-même une alerte d'un analyste spécialisé à propos d'une baisse des réservations pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient. Et pour faire bonne mesure, Elon Musk a même prétendu que Apple avait l'intention de supprimer l'application Twitter, on l'a dit, de l'App Store. Donc la politique s'est greffée là-dessus puisque Ron DeSantis, le très républicain sénateur de Floride, qui est candidat à l'élection présidentielle américaine, a cru bon de rajouter son grain de sel en menaçant Apple de réponses législatives. Eli en a dit 2 mots. On a vu il n'en était rien, et que Elon Musk a été obligé de rétropédaler. Mais ce type de mise en abîme est typique des emballements auxquels on assiste un peu partout sur les réseaux sociaux et sur à peu près tous les sujets. C'est un peu comme quand on utilise le contrôle à distance sur un Mac et que tu actives le contrôle à distance également sur l'autre machine. Les 2 Macs se mettent en abîme, le système déteste ça et finit par se planter. Je suis pas sûr que la démocratie apprécie davantage. Et en présent qu'un certain nombre de sécurités ont été supprimées, faudrait pas que Poutine ou un autre se mette à jouer avec ce genre de boutons. Bon, si on préfère les mentales à la vache qui rit, c'est pas grave. Non, c'est mieux même. Tu peux aller vers le Beaufort ou le ouais. ou la Penzeller si tu préfères des choses plus fortes même. Bon, je ne te demanderai pas de faire la vache. On va passer au test de la semaine. Merci Gilles pour cette mise au point. On va se retrouver dans une poignée de secondes avec toi Fabrice pour un test cette semaine et tu vas nous causer de ton nouveau clavier dont tu es apparemment très content. À tout de suite. Le test de la semaine dans iWeek, la semaine Apple, c'est avec toi cette semaine Fabrice et tu nous fais profiter de ton achat très récent à l'occasion du Black Friday. C'est un clavier dont tu avais apparemment très envie. Et oui, un clavier, alors je crois que j'étais pas le seul dans l'équipe à en avoir très envie. Donc c'est le Logitech MX Mechanical Mini pour Mac. Alors Mini c'est important dans la démarche. Et donc pour les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur, je vais donc montrer à quoi ça ressemble. Oh, un clavier. Donc j'explique, tu as installé une caméra zénithale au-dessus de toi, donc tu as la vue du dessus sur ton clavier et sur tes mains. Et tu passes de la vue de face à la vue de ton clavier pour ceux qui nous regardent sur YouTube et ceux qui sont sur Patreon en avant-première, je le précise. Exactement.
Exactement. Donc c'est pas uniquement pour faire mon intéressant, mais ça permet de montrer de quoi il s'agit. Donc Mini, voilà. Donc pour un petit peu de contexte, bon j'ai l'habitude, j'avais évoqué ça, on avait évoqué ça dans un bonus sur nos habitudes de travail, et j'ai l'habitude de changer un peu tout le temps d'outils de travail, et le clavier pour moi, alors comme pour beaucoup, hein, c'est important parce que j'écris beaucoup, je traduis, etc. Donc j'utilise beaucoup le clavier, donc je change un peu souvent. Et puis en termes d'ergonomie de travail aussi, j'ai d'abord utilisé beaucoup un clavier. Alors là, je montre le clavier étendu d'Apple, où il y a la partie alphanumérique, ensuite une partie un peu sur la droite avec les touches fléchées, puis ensuite le pavé numérique. Alors c'est très bien comme clavier, c'est un des claviers plats d'Apple, pas le dernier en date, mais qu'on connaît, mais du coup ça veut dire que la souris ou le pavé tactile que j'utilise est beaucoup plus à droite, et donc ça déporte le bras, ça déporte la main, et donc je trouve, au bout d'un certain temps, je trouve ça inconfortable. Alors du coup j'ai été passé à la version plus petite du clavier d'Apple, où il n'y a plus ni le pavé tactile, ni la portion un peu au milieu avec les touches fléchées, puis les touches de fonction supérieure, notamment F13, F14, F15. Alors ça c'est le modèle Bluetooth, hein, et quelque part il a un volume assez proche, on dirait, du Logitech. Alors oui, on va les comparer. Juste pour terminer là-dessus, le clavier est très bien, mais il y a une chose que j'aime pas du tout, ce sont les touches fléchées qui sont de mi-hauteur. Et je me sers beaucoup des touches fléchées, donc celles qui sont en bas à droite pour ceux qui peuvent voir. Et du coup, j'aime pas ça parce que on les trouve pas bien sous la main, ça me plaît pas. Donc, je cherchais depuis longtemps un clavier qui réponde à plusieurs critères, qui soit donc pas trop grand, justement, pour que la souris ou le pavé tactile ne soit pas décalé sur la droite trop, et puis mais qui propose quand même des touches fléchées à pleine hauteur en taille normale. Donc au final, mon clavier, éventuellement au début, ce que je cherchais, c'était, je remontre le clavier complet, ça aurait été juste le clavier complet sans le pavé numérique et avec les touches fléchées sur la droite. Mais j'ai pas trouvé ça pour Apple, pour Mac en fait. Ça existe, ce sont des claviers 10 keyless, ça s'appelle, donc sans les touches numériques, mais il n'y a pas de version Mac, et utiliser un clavier qui est fait pour PC sur un Mac, en fait c'est un petit peu embêtant pour certaines touches, et puis des touches de fonction, etc. Donc c'est pour les touches commande, options, etc. C'est pas formidable. Et voilà, donc Logitech a sorti ce truc-là, donc j'étais très intéressé, en plus de retourner peut-être un clavier mécanique, donc plus épais. Ça on en parlera tout à l'heure. Donc déjà pour ça. Donc en termes d'encombrement sur le bureau, c'est effectivement quasiment la même chose que le petit clavier d'Apple. Et donc il y a une version non mini, donc qui contient toutes les touches, les touches fléchées déportées sur la droite, le pavé numérique, etc. Voilà. Mais comme c'est un clavier mécanique, donc c'est pas un clavier chiclette comme on les a partout, donc c'est aussi un clavier qui est plus épais. Donc je le montre là à la caméra, mais pour on voit bien que c'est au moins 3 ou 4 fois plus épais, parce que ce sont des touches à débattement avec des connecteurs Cherry Brown, je crois. Ils ont utilisé quelque chose de très standard pour le sujet. Voilà. Donc c'est la différence assez lourd, entre un clavier designé par Johnny Ive, donc ultra fin, et un clavier désigné en Allemagne de l'Est. Alors l'Allemagne de l'Est, c'est rigolo ce que tu dis. Il y a aussi une histoire de mode quelque part, parce que la mode, comme ça va, ça vient, et donc il y a de plus en plus de gens qui sont revenus à des claviers mécaniques. Alors c'est peut-être en partie, on en a parlé dans la quotidienne, à cause du fiasco du clavier papillon, qui était allé bien trop loin dans la finesse. Tellement trop loin que ça marchait pas. Donc et Apple en a été condamné même pour ça. L'effet papillon. Alors voilà. Les claviers papillons. Oui, l'effet papillon. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, ce clavier m'intéressait, il semble remplir pas mal le cahier des charges que j'avais. Et donc je l'ai depuis 2 jours, donc c'est pas un test tout à fait complet, mais je l'ai déjà donc naturellement utilisé. Alors, voilà, donc il y a plein de choses. Donc pour
Le premier truc, il y a deux choses qu'on voit tout de suite quand on utilise un clavier, c'est le toucher, qui pour l'instant me plaît bien, et puis le bruit. Alors le bruit, ça fait plaisir parce que c'est un bruit, ça, comme je faisais tout à l'heure, je me rapproche un peu du micro à l'entrée du podcast, mais voilà quoi. Ça fait un bruit un peu à l'ancienne, peut-être un bruit d'Europe de l'Est, comme dirait Ellie, mais c'est assez... C'est un clavier qu'on peut qualifier de bruyant, du coup, ou c'est un petit bruit discret? Parce que le clavier papillon était un clavier bruyant, en plus d'autres défauts. Alors, j'ai pas suffisamment utilisé des claviers papillons pour faire un vrai comparatif, mais en tout cas, c'est beaucoup plus bruyant que le clavier plat d'Apple, hein, qui est beaucoup plus discret, lui. Hein, si je mets à peu près la même... c'est très différent. Le problème, c'est quand tu travailles le soir et que ton chéri ou ta chérie dort à côté, quand tu as un clavier bruyant, c'est compliqué. Je parle d'expérience. Alors c'est pour ça que là on parle de problème de riche, c'est-à-dire qu'il faut en avoir plusieurs ou de la place. Des chéris. Mais c'est je ne ferai pas de commentaires sur le sujet. Mais donc, oui, bien sûr. Alors, c'est un outil de travail, comme disait Gilles. C'est-à-dire que c'est aussi un choix pour ça. Et notamment, c'est ce qui justifie le prix dont on parlera à la fin. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil de travail. Donc, des claviers, j'en ai plusieurs parce que je change, parce que mes habitudes changent, parce que je veux pas avoir toujours la même façon de travailler et la même position à mon bureau. Donc, du coup, c'est ça qui fait que ça m'intéresse. Et ce clavier répond pas mal au cahier des charges que j'avais pour le moment. Ça fait que quelques jours, c'est pas tout à fait suffisant. Mais il y a des trucs où les gens aiment faire du bruit. Si tu fais du bruit avec ton clavier, que tu tapes vite, il y a un bruit particulier. Ça veut dire que tu bosses, que tu as un bon rythme, et même vis-à-vis de tes collègues dans un open space, ça veut dire moi je bosse. Et j'assure, un peu comme toute proportion gardée, ces gens qui, je trouve ça inimaginable, mais qui rajoutent des sonorisateurs dans leur pot d'échappement, dans les motos en particulier, quoi. Je trouve ça, c'est le bruit fait partie intégralement de ta présence au monde, et donc il faut l'assurer. Et je suis sûr que ça fait partie du cahier des charges de chez Logitech. Ouais. Fabrice, est-ce que tu as autre chose à nous dire avant qu'on fasse un peu la conclusion avec les points positifs et négatifs? Ajouter sur quelques éléments techniques de ce clavier, il est USB-C pour se charger. Voilà, donc heureusement, je l'aurais pas acheté, hein, s'il avait pas été USB-C, je l'aurais pas acheté par exemple. Ça aurait pas été raisonnable de pas avoir ce genre de truc là, mais ça veut dire c'est un clavier qui se charge et qui fonctionne ensuite sur batterie. J'en parlerai un peu dans les plus et les moins, et puis j'ai fait une petite catégorie en plus de pas encore décidé justement qui touche à ça. Alors petit juste du côté d'Ellie, ton regard sur ce clavier, ton sentiment comme ça en le découvrant avec Fabrice? Je pense qu'il a des côtés positifs parce qu'il y a des fonctions dont il a parlé qui peuvent être par exemple de couper le micro ou les touches de flécher pleine hauteur. Ça, je trouve ça bien. Moi, le bruit me gêne un peu parce que justement, je me suis habitué à taper un peu dans le silence, et quand on était passé au clavier papillon qui faisait du bruit, ça m'énervait quand j'essayais de taper un peu vite. Moi-même, le bruit que je faisais en tapant. Et j'avais l'impression de gêner les gens autour. Si par exemple, moi, mon travail est peut-être un peu différent du vôtre, mais moi, je fais beaucoup de réunions. Et quand on est dans une salle et qu'on est en train de faire une présentation, qu'on touche le clavier et qu'on fait du bruit, les autres regardent en disant, mais voilà, donc... et c'est vrai que le soir, en travaillant, s'il y a quelqu'un à côté,
Ça peut être un peu gênant. Donc le bruit me gêne un peu, c'est peut-être la seule chose, mais bon, ça demande à être testé et écouté comme peut le faire Fabrice là en direct. Moi, à distance, c'est un peu compliqué à dire, mais ce serait le seul côté négatif. Sinon, la forme m'a l'air bien. USB-C, parfait. Un peu épais, mais ça, c'est pas grave. Hein. Quand il est posé sur une table, ça va très bien. Alors, on passe au bilan, Fabrice ? Voilà, pour réagir là-dessus, c'est vrai que moi je suis tout seul dans mon bureau, donc le bruit par exemple, d'abord ne dérange personne d'autre que moi, et je me suis aperçu en l'utilisant pendant 2 jours que ça me donnait une autre ambiance justement, ça faisait plus de bruit, et donc j'étais plus dedans, et j'ai trouvé ça très intéressant en termes même de concentration sur la tâche que j'étais en train de faire. Voilà, il faut que tu regardes le film de Jerry Lewis où il tape au clavier, etc., qui est un grand classique. Ça va et grand classique. Voilà. Le bruit me fait penser au clavier USB Pro d'Apple, les anciens Mac. Il y a ce truc un peu clair dans le son. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les plus et les moins. Donc, alors, Fabrice. Petit bilan. Donc, alors, dans les plus, j'ai mis le bruit, donc qui me plaît bien tout de suite et qui m'a plu tout de suite. Il a plu à ma fille aussi, qui a voulu me piquer mon clavier immédiatement. J'ai dit non. Oui, mais Noël approche. Tout est possible. Oui, oui, justement. Le toucher, pour l'instant, me convient bien. Il y a toujours un temps d'adaptation quand on change de clavier, parce qu'en plus, il y a une disposition des touches qui diffère, et on va en parler après. J'ai bien aimé le fait qu'il soit, dans les plus pour moi, qu'il soit dédié au Mac. C'est vraiment important parce que Logitech fait aussi des versions qui sont censées être multi-plateformes. Mais du coup, on se retrouve avec des touches qui ont des sérigraphies un peu, sur certaines, des touches un peu encombrées. J'aime pas trop ça. Donc ça, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment bien. D'autant plus que du coup, il y a certaines touches dédiées qui sont préprogrammées que j'ai vite adoptées. Il y a une touche pour faire apparaître le panneau des emojis, une touche pour lancer la capture d'écran, une touche donc, comme Ellie le faisait remarquer, pour couper le micro. Quand on tousse ou qu'on se racle la gorge pendant qu'on enregistre, je trouve ça très pratique. Et malgré les ordres de notre bon capitaine, je m'en suis quand même servi pendant l'enregistrement parce que j'ai pas pu me retenir de me racler la gorge. Et puis il y a une touche d'activation du mode ne pas déranger. Et alors, je trouve ça très bien. Ce qui m'a permis de remarquer d'ailleurs un petit truc en passant, c'est que quand on active le mode ne pas déranger, si on a l'horloge et la date en haut à droite, la barre de menu de son Mac, ça se met en grisé comme rappel qu'on est en mode ne pas déranger. J'avais jamais remarqué ça avant d'appuyer sur cette touche. Alors, je trouve ça très bien. Et l'autre plus, le dernier des plus que je vois, c'est il y a aussi un logiciel qui s'appelle Logi Option Plus qui vient de sortir. Je vais pouvoir le montrer à l'écran aussi. Quand on a un ou plusieurs périphériques Logitech, on peut installer ce logiciel et on va avoir quelques options. Donc là, pour ceux qui voient, j'ai un trackball que j'utilise aussi de temps en temps, comme quoi vraiment j'utilise des choses différentes. Et on a le clavier, on peut... Alors, la photo présentée, le modèle QWERTY, c'est bizarre, mais ça n'empêche pas de voir que il y a certaines touches qui sont encadrées d'un petit cadre noir qui montre les touches que l'on peut modifier. Ça va me permettre de parler justement, de m'embarquer sur les moins. Pour décrire, c'est dans le placement des touches pour faire un clavier compact est un petit peu différent et c'est un petit peu déroutant. Et notamment, la touche entrée, la touche retour n'est pas sur le bord droit du clavier. Et quand on a l'habitude de taper au clavier sans regarder, on va aussi taper, moi ça m'arrive de taper donc la touche retour avec le petit doigt, je vais taper à côté en fait, parce que je vais tout de suite viser le bord du clavier et je vais trop loin. Voilà. Donc j'ai été un peu obligé de reprogrammer les touches. Donc sur le bord droit du clavier, on voit la touche Home, la touche End, et puis les touches Page Up, Page Down. Et ça, c'est un petit peu déroutant. Ça, pour moi, c'est un moins. J'aurais préféré qu'elle soit ailleurs. Mais on peut les reprogrammer, donc je l'ai fait pour que ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà.
Et puis dans les moins aussi, je vais remontrer à la caméra, il y a un truc bizarre. Ça, c'est un truc bizarre. C'est la sérigraphie des touches. Alors, je rapproche un peu de la caméra pour ceux qui voient, mais il y a une chose qui me gêne beaucoup. Alors, c'est-à-dire, la sérigraphie, c'est la façon dont les lettres sont représentées sur chaque touche. Alors, la police de caractère utilisée n'est pas la même que la police d'Apple, ça n'a pas tellement d'importance. C'est juste, vous remarquez, par exemple, sur cette touche-là, que je montre la touche égale et la touche plus, la touche, pour faire un signe plus, il faut appuyer sur la touche majuscule. Sur un clavier d'Apple, le plus est au-dessus du signe égal. Et là, le plus est à côté du signe égal. Et je trouve que ça n'a aucun sens de montrer une touche qu'on peut, un caractère qu'on peut atteindre avec la touche majuscule qui ne soit pas au-dessus, mais qui soit placé à côté. C'est vrai. Ça, je trouve qu'une erreur fondamentale. Mais oui. Et c'est vraiment très gênant. Voilà. C'est même incroyable. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais ça vaut aussi pour les touches du haut, les touches avec les chiffres. Ça vaut aussi pour les touches avec les chiffres et les caractères accentués, absolument. Les chiffres sont à côté des touches des caractères accentués, par exemple. Pareil pour la virgule et le point d'interrogation en bas. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est un défaut. Ils ont fait ce choix de les mettre à côté, et ça, c'est un vrai défaut. Mais c'est une erreur, c'est pas un choix, c'est une erreur. Faut leur dire. C'est un mauvais choix. Appelle-moi Logitech tout de suite. Appelez-moi Logitech. Ah ouais, c'est très embêtant ça. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Voilà. Ouais. Et puis pour terminer là-dessus, donc j'ai créé une catégorie pas encore décidée, ni plus ni moins. Première chose dont j'ai évoqué qu'il y était USB-C pour se charger. En gros, il ne peut pas fonctionner en mode filaire. Ah, c'est bête, ça. Il fonctionne forcément sur batterie, d'accord ? Donc on peut toujours le laisser brancher, à ce moment-là il chargera la batterie, mais peut-être pour ceux qui souhaiteraient avoir un temps de réactivité aussi court que possible pour jouer par exemple, c'est pas mon cas, moi ça me dérange pas, mais voilà, il ne peut pas fonctionner en mode filaire. Le câble ne sert pas, par exemple, à le connecter au Mac, à le faire reconnaître pour le faire le jumelage comme on peut le faire avec les claviers d'Apple ou le pavé tactile. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, mais donc en gros, c'est un clavier sans fil qui ne fonctionne qu'en mode sans fil. Voilà. Et le dernier point sur pas encore décidé pour moi, c'est que c'est aussi un clavier qui est rétroéclairé. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer là parce que quand on est dans une pièce un peu éclairée, justement, on ne peut pas activer le rétroéclairage. Bon, mais qui, a priori, donc sert pas dans ce cas-là. Les touches peuvent être rétroéclairées, donc il y a des diodes. Ça n'est que blanc. C'est pas un clavier tout en couleur pour faire des LED jaune, violette, bleu, tout ce qu'on veut. C'est blanc. Et si on veut, on peut faire un rétroéclairage complet du clavier, ou alors comme un peu des effets, un peu comme une vague ou des choses comme ça. On peut naturellement régler la luminosité du rétroéclairage. Je n'ai pas trouvé que c'était très efficace, mais j'ai pas encore tellement d'avis sur le sujet. Voilà pourquoi j'ai mis ça dans la catégorie ne pas encore décidé. Tout ça pour dire que avant de donner la note, ça dépend aussi un peu du prix. Le prix de ce clavier, c'est 160 € quand il n'y a pas de promo. Donc moi, je l'ai payé 130 € grâce à une promo de Black Friday. Ça reste un clavier cher. Ah oui. Qui semble bien construit. Il est assez lourd. Il y a une base en métal. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est bien fini. À part donc quand même la sérigraphie sur les touches là que je trouve vraiment une erreur. Voilà pourquoi je mets pas 5 sur 5, je mets 4 sur 5 à ce clavier, parce que voilà, c'est pas parfait. C'est pas aussi parfait que je l'aurais espéré. Ouais. Il faudra une V2. Voilà peut-être. Pour le petit test. Peut-être une V2. Peut-être une V2 pour corriger certains trucs, mais effectivement, voilà, en tout cas, voilà ce que je pouvais dire au bout de 2 jours d'utilisation de ce clavier que j'attendais depuis longtemps, effectivement. Et bien voilà, un 4 sur 5 décerné par Fabrice pour ce clavier, donc Logitech MX Mechanical Mini. Pour Mac, on se retrouve dans un instant avec nos coups de cœur de la semaine.
Nos coups de cœur de la semaine, on va commencer avec toi, Ellie. On va continuer à parler un tout petit peu de Twitter et on va continuer à parler un petit peu d'Elon Musk indirectement. Ben oui, parce que figure-toi que il y a eu il y a quelques jours une présentation de Neuralink. Et Neuralink, en fait, c'est la société qui s'occupe de faire des implants pour pouvoir, en fait, entre autres, résoudre des problèmes médicaux et peut-être un jour interfacer le cerveau humain avec un ordinateur ou un téléphone ou Internet. C'est Ou très matrice. futuriste. Ouais, c'est des implants dans le cerveau. Hein. Absolument. Et il y avait eu une présentation il y a un an qui était la première présentation de ce qu'ils faisaient, où ils utilisaient en fait des animaux en expérimentation, où ils arrivaient à faire des trucs extrêmement basiques. Et bon, les gens s'étaient un peu soit moqués de ce qu'il arrivait à faire. T'avais quand même un singe qui jouait à Pong. Hein, Oui, oui, oui. Maintenant, il s'est pris évidemment énormément de critiques des sociétés sur le traitement des animaux, etc. Et on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Pendant un an, on n'a rien su. Et donc, il y a quelques jours, ils ont refait une présentation. Elle dure 2 heures. On la trouve sur YouTube. Mais pour le résumer, ils ont fait énormément de progrès. Et ils se concentrent à l'heure actuelle sur 2 aspects. Rendre la vue à des non-voyants et faire marcher des quadriplégiques. Et ils ont bon espoir que ça marche dans un futur assez proche. En fait, la technologie a un peu évolué, c'est toujours une petite insertion dans le crâne, mais ils ont réduit l'épaisseur de l'implant, ce qui fait que maintenant il est au niveau de l'os crânien et pas dedans, donc c'est extrêmement mince, ça se recharge toujours sans fil, et ils sont passés de 1024 électrodes à 16 000 électrodes, ce qui fait qu'ils arrivent à reproduire maintenant une image au niveau qu'ils arrivent à envoyer au cerveau, et donc ils arriveraient comme ça à faire voir quelqu'un qui est vraiment totalement non-voyant. Alors ce serait du niveau de gris ou du noir et blanc, ce ne serait pas de la couleur, hein, pour l'instant on n'est pas là. Et pareil au niveau de la moelle épinière, et donc il faut voir la présentation pour ceux que ça intéresse, mais Elon Musk a dit que dans une des prochaines démonstrations, peut-être l'année prochaine, il portera lui-même un implant pour montrer qu'il y croit. Mais il est comme ça, ce garçon. Il veut aller sur Mars, il veut se faire implanter un truc dans le cerveau. Moi, je suis admiratif. Et donc, mais si ça marche, et apparemment, il y a plusieurs spécialistes qui ont dit que les progrès étaient énormes et qu'il y aurait peut-être pas dans les mois qui viennent, hein, mais des applications médicales révolutionnaires, ben, je me dis qu'il est sur tous les fronts et je ne sais pas où il trouve le temps, mais je suis quand même admiratif. Bon, Je peux dire un truc? Ça me rappelle Frankenstein, mais... Oui, la matrice. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs millions d'années, dizaines, centaines de millions d'années d'évolution et de tri qui a été fait dans la génétique. L'évolution, même si certains n'y croient pas, comme certains élus même que Tim Cook a été voir, mais qui croient que le monde a été créé en 7 jours. Je vous jure que c'est authentique. Un truc qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, qui isole le cerveau et le système nerveux central de l'extérieur pour éviter qu'il y ait des infections et que il y a un risque trop important. Et Elon Musk s'amuse à passer outre cette fameuse barrière hémato-encéphalique et ouvre virtuellement la porte à tout un tas de conneries dont on va, si c'est généralisé, on ne manquera pas de se retrouver. Il y aura forcément des problèmes de ce côté-là. On verra. En tout cas, c'est nouveau. Et pour parler du singe, puisqu'on avait démarré là-dessus, le singe, au départ, qui jouait un peu à Pong, il a fait des progrès, puisque maintenant, il arrive, en fait, c'est pratiquement télépathique, hein, c'est avec son cerveau, à envoyer des instructions qui apparaissent sur un écran. Et donc, il dit, par exemple, est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir un gâteau? Des cookies. C'est pas ça qu'il fait. Bah, si, un C'est clavier. extraordinaire ce qu'il fait. Non.
Non, mais ce qu'il fait, c'est qu'il commande un pointeur de souris avec son cerveau, donc télépathiquement, et il va cliquer sur les touches qui s'allument pour lui. Et c'est pas lui qui écrit. Il fait pas des phrases, le singe, il sait pas faire de phrases. Et d'ailleurs, Elon Musk, il l'a dit sur scène, il a dit, non, il s'est marré, il a dit, ne croyez pas que le singe sait faire des phrases, ça ce sera pour la prochaine version, a-t-il dit. Alors, on peut toujours espérer, mais ce que fait le singe, c'est qu'il va cliquer sur, c'est déjà extraordinaire, hein, sur les touches qui s'allument, et du coup, ça fait des phrases. C'est pas lui qui fait les phrases. Ils essayent de lui faire comprendre parce qu'ils pensent qu'il va arriver à mémoriser un certain nombre d'effectivement de choses. Voilà. Parce que quand il écrit cette phrase, effectivement, avec les touches lumineuses, hein, je veux un gâteau ou je veux un treat en anglais, on lui en donne. Et il comprend qu'il a fait un certain nombre d'actions et qu'il a eu son gâteau. Donc, oui, il y a une bloc de rétroaction, mais on a déjà fait par des singes avec des idéogrammes japonais ou en langage des signes. C'est pas le souci. On peut faire le dossier de la semaine, hein, si vous voulez. Moi, c'était juste que j'étais admiratif. C'est très intéressant. Ça pose plein de questions, mais c'est sûr que c'est très, très intéressant. Et j'ai raté les dernières annonces, mais je suis comme toi d'assez près ce qui se passe du côté de Neuralink. Merci Elie pour ce coup de cœur. Fabrice, je me tourne vers toi. Toi, tu veux nous parler de One Password? Oui, One Password, c'est un coffre-fort de mots de passe. Moi, c'est celui que j'utilise pour stocker tous mes mots de passe. Et je l'utilise aussi pour partager quelques-uns des mots de passe, par exemple, avec les autres membres de ma famille. C'est très pratique. Et ça permet de sécuriser l'accès à certains comptes, même partagés avec d'autres. Et One Password vient d'annoncer une nouvelle fonction. Donc, pour dire vite, donc One Password est là comme le trousseau d'Apple finalement, pour mémoriser les mots de passe, donc identifiant les mots de passe des sites qu'on visite. Ce que ça permet de faire en plus, c'est que ça fonctionne donc sur tous les navigateurs, sur toutes les plateformes. Ça permet aussi, selon l'abonnement qu'on a, puisque c'est un logiciel payant, de partager un certain nombre de mots de passe. Ils viennent de rajouter une fonction qui est la capacité de mémoriser même les sites sur lesquels on ne se connecte pas avec un mot de passe, mais à l'aide d'un autre service. Par exemple, vous allez sur un site et on peut vous proposer se connecter avec Google, ou se connecter avec Facebook, ou se connecter avec Apple. Jusqu'à présent, si vous aviez choisi ce mode de connexion pour vous connecter à votre compte en ligne, à ce moment-là, One Password ne servait à rien, puisqu'il n'était pas capable même de se rappeler que vous aviez utilisé cet autre mode. Et donc, c'est maintenant comblé. Si vous avez One Password activé avec l'extension dans votre navigateur, que vous connectez à votre compte en utilisant, par exemple, se connecter avec Google, ce que ne manquera pas de faire bientôt Gilles, puisqu'il va nous en parler dans le bonus. Maintenant, One Password va se rappeler aussi de ce mode de connexion, et c'est vraiment très bien. Et ça promet aussi la prochaine étape, c'est les passkeys, les clés de passe, la nouveauté qui avait été annoncée pour iOS 16 et macOS 13 d'Apple et de Microsoft et de Google. Et One Password sera compatible avec ça et apportera des choses en plus que le système de base ne fait pas, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc cette nouvelle fonction de One Password, vraiment très pratique pour compléter l'enregistrement des mots de passe classiques. Et ça coûte combien, One Password ? J'espérais bien que tu me poses pas la question, parce que j'ai oublié naturellement de vérifier juste avant, et donc c'est 3 € par mois quand on est tout seul, c'est 5 € par mois pour une famille de 5 personnes, ce qui permet donc d'avoir chacun son propre coffre-fort de mots de passe et d'en avoir aussi des partagés autant qu'on veut. Et ensuite, il y a des versions pour entreprises que j'utilise aussi chez mes clients pour justement mettre en place ce genre de choses-là, pour petit à petit, et bien qu'on soit en 2022, pour faire un aparté, c'est encore très long de faire adopter aux gens des coffres-forts de mots de passe plutôt que de mettre des mots de passe 1, 2, 3, 4 qui sont collés sur le post-it sur l'écran, quoi. Ça, j'ai toujours encore un peu de mal. Bon. Je rame, docteur, je rame. Bon, merci pour ce coup de projecteur sur cette nouveauté de One Password, Fabrice. Gilles,
Tu veux nous parler musique ? Théâtre. J'avais fait une allusion à Schubert la semaine dernière et à la sonate arpeggione. Et on l'entend de façon fugace dans un petit bijou de pièces de théâtre de Jérôme Deschamps et Macha Mekayev, et qui s'appelle Lapin chasseur. C'est très très ancien, mais j'y ai repensé la semaine dernière. Alors elle a longtemps été disponible dans YouTube, et bien entendu Canal+ et la chasse aux ayants droit l'a fait dégager. Il ne reste que quelques extraits. Je vous engage à aller les voir. Et si Canal+ Production pouvait remettre la pièce à disposition, que ce soit en DVD ou sur MyCanal, ça serait pas plus mal, plutôt que de goinfrer une espèce de je sais pas quoi sur une chaîne connexe. Voilà, c'est mérité d'être dit. Merci Gilles. Eh ben moi, mon coup de cœur, c'est plutôt une grosse impatience de découvrir la série avec Harrison Ford sur Apple TV+. Elle s'appelle Shrinking, elle arrive le 27 janvier, avec, je crois, les scénaristes de Ted Lasso en co-auteur du scénario. Et puis comme le 27 janvier, c'est l'anniversaire de ma maman, Agnès, que j'embrasse très fort, et ben ça va forcément être formidable. En tout cas, je pense que c'est une très très belle tête d'affiche, Harrison Ford, pour attirer de nouveaux abonnés vers Apple TV+. Je sais pas, on en a parlé avec Ellie dans la quotidienne, mais je sais pas ce que vous en pensez, Fabrice et Gilles. Ah bah c'est une sacrée tête d'affiche du coup. En plus, ils sont en train de tourner Indiana Jones 5. Il est prêt, je crois. Ouais. Et il est prêt, donc. Non, j'ai vu une photo. J'ai vu la première aussi. photo. Je sais pas s'il est prêt. Ouais, il y a une photo. On voit avec aussi une actrice. Je suis assez curieux de voir ça parce que le numéro 4 a été, comment dirais-je, commenté défavorablement. Il était gentil. Mais bon, Harrison Ford dans ce rôle-là, comme dans tant d'autres, c'est quand même formidable. Et puis j'ai hâte de voir comment il traite le vieillissement d'Indiana Jones. Voilà. Donc effectivement, j'ai hâte de voir cette série aussi parce que Harrison Ford, voilà, acteur fétiche. Allez, pour se faire plaisir. J'ai vu le teaser en fait, du coup. Eh ben voilà, Ellie, tu en parles, on le regarde. Voilà, ça s'appelle Shrinking et ça arrive donc le 27 janvier sur Apple TV+. C'est la fin de ce 114e numéro d'iWeek, la semaine Apple. Merci les amis, salut à vous trois. Salut Fabrice. Salut mon capitaine. Amuse-toi bien avec ton clavier, ne réveille pas toute la maison à tapoter toute la nuit. Je vais essayer de ne pas le faire, effectivement. Je vais me retenir. Et salut Gilles. Et salut Benjamin. Bon, je te soupçonne d'intervenir dans le bonus dans quelques instants, mais on va en reparler. En tout cas, tu as un très bon micro et un très beau micro. Et encore merci à vous les soutiens Patreon pour ce très beau Rod qui a porté ta voix pendant cet épisode d'iWeek. Entre autres. Et merci Ellie. Eh ben, merci à vous encore, c'était une belle émission et puis je vous dis à la semaine prochaine et malheureusement je pourrai pas être avec vous pour le bonus, excusez-nous les contributeurs Patreon mais là je ne peux pas rester cette semaine, mais ce sera avec plaisir la semaine prochaine. Tu es tout pardonné. À mercredi prochain Ellie, à mercredi prochain vous tous, ce sera le retour à notre jour habituel
sauf nouvelle catastrophe évidemment. Nous serons le 7 décembre 2022 pour l'épisode 115 et nous aurons un invité, Frédéric Bardot, le président de Simplon, l'école de code qui forme gratuitement des demandeurs d'emploi à devenir développeurs d'app iOS. Il nous expliquera, il nous racontera et vous entendrez aussi plusieurs de ceux qui sont actuellement en formation à Montreuil où je me suis rendu. Rendez-vous donc le 7 décembre pour un iWeek inspirant. D'ici là, on vous conseille la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple, du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. À nouveau, désolé pour le petit décalage cette semaine à cause de problèmes perso de mon côté. Abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek, on est, sauf exception, toujours au rendez-vous. N'attendez pas, direction votre plateforme de podcast préférée en cliquant sur suivre ou s'abonner et vous ne manquerez plus aucun épisode et en plus c'est gratuit. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. Le bras et le micro de Gilles sont le fruit de votre générosité. Merci à vous tous. Votre aide est vraiment essentielle pour nous. Et puis Twitter @iWeekNews et Instagram iWeek.news. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et n'oubliez pas Apple Podcast, vos notes 5 étoiles et des avis, on en a besoin. Belle fin de semaine et à mercredi prochain. Salut à tous. Bye bye. Bye bye.